Bienvenue. Vous écoutez Mélina, courtier en voyage de Click & Trip. Sa mission est de vous aider au quotidien à voyager autrement et surtout de vous présenter une autre manière de voyager. Son optique, faire de vous un voyageur qui profite à la planète et aux économies locales. C'est parti pour un nouvel épisode avec Mélina. Alors salut à toi très cher voyageur, c'est Mélina et c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Cette fois-ci je vous emmène donc au Chili et on va voir comment voyager hors des sentiers battus et vivre des expériences insolites. C'est ce que j'appelle en quelque sorte dans mon jargon le voyage des connexions. Juste avant ça, tu es libre de t'abonner à mon podcast en cliquant sur s'abonner. Alors, à la question qu'on me pose souvent, comment voyager hors des sentiers battus? Alors, non pas le hors des sentiers battus vendu à grandes coûts de communication, si puis-je dire, mais vraiment le voyage qui vous permet de rapporter des souvenirs quand même plutôt uniques en partant à la rencontre de certaines communautés. Voilà, toutes ces rencontres, bien évidemment, ne sont pas forcément organisées. Le but étant de faire un voyage avec des rencontres plutôt fortuites. Alors, l'idée, ça va être de vous présenter les expériences et les rencontres avec certaines communautés au Chili. Ce qu'il faut savoir quand même avant toute chose, c'est que contrairement à d'autres pays andins, comme le Pérou et la Bolivie, voilà, c'est quelque chose en tout cas qui n'est pas si courant que ça en fait de voyager au Chili. Alors oui, on a le développement du tourisme au Chili. Après, développement du tourisme entre guillemets, on a deux cas. Vous allez vraiment avoir les expériences qui vont être vraiment tournées vers le tourisme de masse. Donc vous allez avoir des gens sur place au Chili qui pour le folklore vont mettre un costume. Pourquoi? Bien évidemment parce qu'il y a des voyageurs qui viennent et que dans ce cas-là, c'est ce que j'appelle un petit peu chez nous le Disney du tourisme communautaire. Voilà, donc c'est évidemment pas ce que je veux vous proposer à travers cet épisode, loin de là. Le second type de tourisme qui est en train de se développer dans certaines communautés, qui vont vraiment s'ouvrir petit à petit, et vraiment, ça c'est important, selon un cadre assez précis aux voyageurs, pour partager leur culture, leur cosmovision, qui est vraiment leur vision du monde et leurs savoirs ancestraux. C'est vraiment vers ce type évidemment d'expérience que je vais me tourner dans cet épisode. Alors, il faut savoir qu'en réaction vraiment à ce tourisme de masse communautaire qui a pu exister, la plupart des communautés sur place ne souhaitent pas qu'on les prenne en photo. Donc vraiment, vous qui m'écoutez aujourd'hui, ce qu'il faut retenir si vous projetez un départ dans quelques semaines ou dans quelques mois, il est vraiment important de respecter cette démarche en projetant un voyage au Chili. Alors c'est vrai qu'en général, si vous cherchez, je vous laisse faire la démarche, des images dans Google du Chili, vous aurez quand même assez peu de portraits, beaucoup plus de grands paysages, et ça fait partie tout simplement de la réalité du pays. Alors, brièvement, avant de vous dévoiler un petit peu, comme je disais, le but c'est vraiment de vous envoyer et vous emmener découvrir certaines communautés. Il faut savoir qu'au Chili, on a vraiment 9 peuples qui ont été reconnus par l'État chilien. Alors si vous me suivez toujours, moi je vais vraiment vous emmener d'abord dans le nord. On va partir dans le désert d'Atacama pour rencontrer les Atacameños. Ensuite, moi je vais vous emmener plutôt au sud pour rencontrer les Mapuches. Et enfin, sur une île que vous connaissez sûrement, une île assez mystérieuse qui est l'île de Pâques pour rencontrer les Rapa Nui. Donc voilà, toute la présentation s'organise en fait d'abord avec une première partie rencontre, avec un petit peu d'initiation, avec la culture. Je vais vous parler aussi de
de qui sont ces peuples, leurs traditions, comme je disais, leur vision du monde. Et ensuite, dans un second temps, je vais vraiment partir sur les expériences, hein, des exemples de circuits en itinérance, éventuellement à prévoir sur place au Chili. Juste avant ça, je me permets de revenir sur un point quand même important. On me pose souvent la question, Mélina, est-ce que un voyage chez l'habitant reste plus économique au Chili? Alors, à savoir sur le chez l'habitant au Chili, et vraiment le Chili en immersion en général, c'est que ce n'est pas et ce ne sera jamais une option plus économique. Voilà. Donc si vous demandez et vous posez la question, l'expert local va pouvoir proposer une solution entre guillemets plus économique. Ça va être par exemple des hostels de type 2 étoiles. Mais le Chili, retenez vraiment ça, ce n'est pas un voyage économique. Il faut savoir que vraiment dans tous les circuits là, que je vous propose, c'est toujours d'aller à la rencontre de plusieurs communautés. Alors c'est vraiment un choix. Ça peut être dans le nord, ça peut être dans le sud, en fonction des circuits. Mais pourquoi partir dans plusieurs communautés? Alors l'objectif c'est vraiment, et ça c'est important, hein, réellement de répartir l'impact que vous allez pouvoir avoir vous en tant que voyageur sur ces différentes communautés. Le but, bien évidemment, quand même, c'est d'avoir un impact positif. Hein. On garde l'idée d'être un voyageur qui profite vraiment à la planète. Et cet impact positif, ça va passer par vraiment, à savoir la génération de revenus plus équilibrés, justement en partant dans différentes communautés, et d'éviter cet impact négatif que pourrait quand même finalement avoir des voyageurs en contact continu avec la culture. Sans compter qu'il y a aussi, bien évidemment, c'est quand même modification culturelle que cela peut engendrer. Donc, avec l'équipe d'experts locaux, l'équipe d'experts locales, on propose vraiment aussi énormément de randonnées dans les circuits en immersion au Chili. Alors, j'entends déjà la question, randonnée, oui, j'en fais très peu, je ne suis pas sportive, sportif, pardon. La randonnée, aujourd'hui, on a vraiment pour tous les niveaux. Donc les experts locaux feront bien attention à ça, et s'adaptent vraiment au profil voyageur. Alors il y a vraiment aussi sur place, les peuples, les communautés ont un rapport à la nature qui est quand même très important. Et je trouve qu'au final, à travers la randonnée, c'est encore quand même le meilleur moyen de faire aussi ces rencontres fortuites qu'on appelle sur le chemin. Vous allez aussi pouvoir, avec le guide, vraiment comprendre en fait quel est ce rapport qu'ont les communautés avec la nature. Alors les guides, pour la petite info, vous allez avoir des guides espagnols, anglais. Et alors pour le français, on a souvent des traducteurs aussi également qui peuvent être proposés. On démarre avec les Atacameños. Je vous envoie San Pedro de Atacama. Donc on va rencontrer les Atacameños vraiment dans cette zone qui est située, donc la zone principale, qui est vraiment sur le désert d'Atacama. Par contre, ne surtout pas faire l'amalgame pour les Atacameños. Il ne faut pas les confondre avec les Aymara ou les Quechua, qui sont des peuples au final qui existent aussi évidemment par exemple au Pérou et également en Bolivie. Mais eux, ils sont beaucoup plus situés, en tout cas pour les Atacameños, au nord du Chili. Alors, quelques informations intéressantes, si vous voulez, sur les Aymara, qui sont aussi appelés Llincontai. Ça veut dire en langue Kunza, le peuple de la terre. Alors la langue Kunza, ce qu'on appelle la langue des Atacameños, donc c'est une langue qui a complètement disparu et qui n'est plus parlée, bien évidemment. Alors c'est vrai que en termes de géographie, sans non plus partir trop dans un cours de géographie, comme je disais, les Atacameños qui se situent donc dans le désert d'Atacama, qu'est-ce qu'ils ont fait au final? Eux, ils ont vraiment suivi le rio, donc
Loa, hein, et son influent qui est le rio Salado, pour au final se sédentariser environ donc 900 ans quand même, et oui, 900 ans avant Jésus-Christ. Et en gros, ils estiment que le village donc de Tulor, vous pouvez regarder un peu sur Google où est situé Tulor, Tulor, lui en fait ce village avait vraiment été un des premiers endroits où en fait eh bien, les anciens chasseurs, cueilleurs et tribus nomades se sont donc sédentarisés. Alors pour les Atacamenos, leur cosmovision, au final, les Atacamenos, de la même façon que si vous connaissez un petit peu les pays andins, eux, ils ont vraiment un rapport avec le Pachamama. Donc étymologiquement, hein, rapidement, ça veut dire terre-mère eh bien, en Aymara. Et eh bien, dans le Pachamama, l'élément central, en fait, dans la plupart des cérémonies, en plus d'être donc la vision de la terre et la mer, va aussi être l'eau. Puisqu'évidemment, au final, dans le désert, tout est fait autour de l'eau et de l'irrigation. Voilà, les Atacamenos sont vraiment, en tout cas, ont cette vision de la terre et de la mer avec l'eau. À l'origine, les Atacamenos, il faut savoir, c'est quand même une société agraire, hein, puisqu'ils ont développé tout un système avant même l'arrivée des Incas, avec donc ce système d'agriculture en terrasse et donc bien évidemment d'irrigation. Alors c'est vrai que c'est pour ça que vous avez une cérémonie à laquelle vous pouvez aussi participer quand vous irez, en tout cas je l'espère, poser vos pieds au Chili. Une cérémonie qui est très importante et qui est encore pratiquée par certaines communautés, qui est voilà, une cérémonie où alors le Linchensalkan, qui est, alors je m'excuse, j'ai pas forcément l'accent, mais qui est vraiment la cérémonie tournée sur, voilà, vous allez vraiment nettoyer ces systèmes d'irrigation. Et au final, ce peuple Atacamenos, eux vivaient vraiment également donc beaucoup de l'élevage du bétail et d'une tradition donc minière ancestrale avec donc le cuivre et l'or qui au final est bien complètement disparu, vous en doutez, avec l'industrialisation. Alors vous allez me dire, voilà, Mélina, c'est bien sympa, tous ces cours d'histoire et de géographie. Par contre, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des circuits en itinérance, pardon. Alors oui, bien sûr, hein, le but c'est vraiment de vous exposer un petit peu qui est ce peuple, comment ils ont vécu, comment ils vivent, ces communautés, pardon. Et ensuite, vous parler un petit peu d'un exemple d'itinéraire sur les traces des Atacamenos. Alors, moi, je vous parlais d'un itinéraire sur 6 jours. Tous les itinéraires vraiment en immersion dans la région d'Atacama sont... Alors, il faut savoir, toujours en privé, hein, on est sur du sur-mesure, guidé, en français, en anglais ou en espagnol. Et au final, c'est vrai que c'est quand même faut se l'avouer, hein, une très bonne alternative à une zone qui est quand même un peu plus connue, telle que San Pedro, voilà, des Atacama, qui a connu et connaît quand même, il faut se l'avouer, encore une grande massification voilà, du tourisme. Donc en fait, ce que je vous propose dans cette région, c'est de commencer voilà, vraiment par 2 nuits dans un logement qui est tenu donc par les communautés. Et au final, donc c'est vraiment un petit hôtel qui est dans le village. Et ensuite, le but va être vraiment de passer 3 autres nuits en immersion donc dans 3 communautés différentes. Ce qui est vraiment agréable à travers ce circuit, c'est que vous parcourez, alors ça c'est important parce que c'est vraiment une demande qui est quand même omniprésente, hein. C'est vraiment, vous allez parcourir les sites, certes quand même incontournables. Vous me direz, quand on part au Chili,
On a certes envie de voir les sites qui sont les plus connus, mais voilà, si vous connaissez le Chili un petit peu, voilà, vous allez pouvoir découvrir la vallée de la Lune, la vallée d'El Arcoris, les lagunes Minix et les geysers voilà, d'El Tacio. Enfin, alors désolé, hein, c'est vrai que j'ai forcément toujours le petit accent français. Mais voilà, je pense que vous aurez reconnu un petit peu les sites, voilà, les incontournables dont je vous parle. Bien évidemment, quand vous vous retrouvez sur ces sites incontournables, le but c'est quand même voilà, de visiter, mais vraiment de manière différente, en fait. Puisque vous allez mêler, certes, ces visites qui sont, je le rappelle, hein, quand même incontournables, mais voilà, avec le soir, par exemple, des dîners chez l'habitant, des rencontres, des discussions qui sont quand même un petit peu plus informelles. Et aussi, vous allez avoir toute une partie archéologique et anthropologique, avec par exemple voilà, la découverte du village de Toulor, ça va être aussi la visite du Pucara de Kitor, et voilà, par exemple le Pucara de Kitor, en fait, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un système de forteresse, tout simplement pour se protéger en cas d'attaque. Et vraiment, cette visite est très intéressante. Notamment parce que voilà, c'est là que les Atacamenos ont perdu contre les Espagnols. Donc vous êtes vraiment amateur d'histoire, je pense que vraiment cette visite, en tout cas, est faite pour vous. Ensuite, donc ça je vous l'ai dit, hein, à travers tous ces circuits en itinérance, on vous propose un guide. Alors c'est important, c'est un guide local. Quand je parle de guide local, c'est un guide qui est natif du pays, qui est passionné et souvent qui maîtrise une région, hein, pas tout le Chili. Ce sont vraiment des guides, voilà, des guides locaux et donc par région. Donc là, votre guide ensuite, voilà, qui vous suit déjà partout, va vous emmener faire donc une randonnée, bon plutôt, ouais, je dirais plutôt facile quand même dans la Quebrada des Quetzala, pour par exemple aussi voir les pétroglyphes. Vous voyez, on a vraiment, voilà, déjà en quelques jours, vraiment des expériences hyper riches et variées. Et en fait, les pétroglyphes, en fait, au final, bon, ça, je pense que vous connaissez, je vous apprends rien, ce sont des dessins qui sont sur la pierre et qui permettent voilà, de raconter les histoires et d'expliquer, bien évidemment, la cosmovision des Atacaminos. Alors, toutes ces expériences sont disponibles pour les enfants à partir de 12 ans. Ce que je conseille principalement, alors pourquoi à partir de 12 ans? Parce que voilà, ce séjour ça peut aller quand même jusqu'à 4300 mètres d'altitude, avec des nuits notamment quand même à 4000 mètres. Donc voilà, voilà vraiment pour la première expérience un petit peu Atacamenos, c'est une première idée de circuit de quelques jours dans la région d'Atacama. Voilà. Ensuite, si vous êtes toujours là, ce que je l'espère, je vous propose voilà, de partir à la conquête, si puis-je dire, des Mapuches, dans la région des lacs. Donc les Mapuches, c'est la seconde communauté voilà, que je vous parlais initialement. Donc là, on va maintenant partir dans le sud du Chili, à la découverte de cette communauté. Alors, les Mapuches, au final, voilà, rapidement, c'est une ethnie, au final, c'est l'ethnie la plus importante du Chili. Voilà, pour faire bref. À savoir qu'on estime, on va dire qu'au moins 10% quand même de la population chiléenne est Mapuche. Donc, il se situe vraiment, voilà, comme je le disais, dans la région des lacs. Alors, les Mapuches, eux, ils ont vraiment une langue qui est quand même encore parlée. Un peu comme, bon, si on prend l'exemple de la France, on va prendre le sud de la France, où il y a, par exemple, des écoles catalanes. Eh bien là, il y a des écoles bilingues
en mapudungun, donc la langue des Mapuche. Il faut savoir en fait qu'ils s'organisent bien en communauté, avec donc vous avez un chef et un ou une machi, machi, M-A-C-H-I, qui va être voilà, le chaman, un petit peu médecin traditionnel. Alors l'origine vraiment, les Mapuche au final, eux, il faut savoir qu'ils vivaient quand même dans les rucas. Enfin, je sais pas si peut-être vous avez déjà entendu parler, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un petit peu. Enfin, n'hésitez pas non plus à me parler de vos expériences, ça sera un plaisir. Donc les Mapuche en tout cas, voilà, vivaient dans les rucas. Ce sont des maisons vraiment circulaires, avec toujours une seule pièce et un feu au centre. Alors vous avez peut-être, si vous connaissez un petit peu le Chili, cette image ou ce cliché en tête, mais voilà, dans la pratique maintenant, et ça c'est quand même, je pense quand même très important à noter parce que, bon, quand vous projetez un voyage, je pense, sur une destination, on a toujours en tête certaines expériences, mais voilà, comme je disais dans la pratique, voilà, en tout cas, les rucas, hein, si puis-je dire, vous allez peut-être avoir un petit peu de déception, c'est un grand mot, ou en tout cas d'attente, mais voilà, la plupart des Mapuche en tout cas ne vivent plus en fait bien évidemment dans ces rucas. Alors ils vivent dans des maisons en général plutôt d'échelle en bois. Enfin, par contre, vous allez toujours retrouver quand même voilà, une ruca de conservé qui va être un endroit là-bas pour voilà, pour éventuellement se retrouver autour de discussions, pour qu'ils puissent parler de leur vision du monde, comme je le disais un peu auparavant, leur cosmovision. Enfin, et pour aussi quand même les cérémonies donc Mapuche. Comme par exemple voilà, les récits oraux que les ancêtres vraiment vont transmettre aux jeunes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être organisé mais qui n'est pas, si puis dire, entre guillemets naturel, puisque ce que je vous rappelle, les Mapuche ne vivent plus aujourd'hui dans les rucas. Voilà. D'ailleurs, comme je disais, hein, donc si on parle de programmes, là dans les programmes voilà, que mes experts locaux proposent en tout cas au Chili, il y a en général minimum une, sinon on va dire au moins 2 rencontres et discussions un peu de ce type avec des ancêtres et des membres importants voilà, des communautés. Parce que je pense quand même que c'est le moteur vraiment principal pour comprendre leur cosmovision. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de cosmovision, vous me direz, mais c'est vrai que c'est vraiment très riche. Et moi je veux vraiment vous expliquer un petit peu ce qu'est la cosmovision, en tout cas chez cette seconde communauté, donc les Mapuche. Voilà, pour rappel, on a juste parlé avant des Atacamenos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a on va dire au moins 2 niveaux de lecture chez les Mapuche. Alors, en fait, ils vont avoir, faut vraiment savoir qu'il va être en fait une lecture, qu'il va y avoir une lecture qui va être verticale, donc qui va ressembler un petit peu à notre système chez nous de, je sais pas si on peut dire de paradigme, puisque bon, au final vous avez le Winu Mapu qui est le ciel et le Muche Mapu qui est l'intramonde. Et donc au final, pour eux, à partir de cette vision, il y a quand même aussi la lecture horizontale. Donc il faut savoir que dans la culture Mapuche, il y a énormément de symboles hein, qui sont donc circulaires, donc la ruca, comme je disais, donc les maisons traditionnelles, on en parlait juste avant, qui est ronde. Vous avez le drapeau Mapuche, qui a le symbole rond, que l'on retrouve aussi sur les tambours traditionnels, par exemple. Alors pourquoi cette forme circulaire? C'est très simple, c'est au final parce que la conception du temps, en tout cas la conception que eux ont du temps, comme dans de nombreuses communautés au final au Chili, se fait un petit peu, on va dire, en stick, contrairement à la vision qui est très européenne, du temps, comme chez nous, qui est quand même plutôt linéaire.
qui s'accumulent, voilà, comme une accumulation d'années, par exemple. Alors, le temps, et ça c'est vraiment quelque chose de complètement différent, hein, si on pense à la culture européenne, comme je disais. Les Mapuches, eux, ont vraiment cette vision du temps qui est cyclique, donc qui commence plutôt à l'est, qui est le point le plus important, puisque c'est là eh bien, où se lève le soleil, ça je vous apprends rien. Et en fait, à la fin d'un cycle, eh bien, c'est une nouvelle année pour eux qui recommence. Par exemple, le Nouvel An Mapuche, au final, ça reste vraiment la cérémonie la plus importante avec, voilà, vous allez retrouver des jeux, des réunions familiales, des cérémonies, comme je disais aussi des discussions qui ont lieu en fait au moment, ce qui correspond au Chili au solstice d'hiver austral. Donc c'est vraiment le début d'un nouveau cycle. Alors, si on a vu au final, si vous vous rappelez bien, pour les Atacameños, on a dit que l'élément central, c'était, vous avez la réponse, c'était l'eau, bien évidemment. Enfin, dans les cas des Mapuches, l'élément central, ça va être eh bien, le soleil. C'est ce qu'ils ont, on va dire, de moins en fait, hein, puisque la région des lacs, au final, ça va être la région qui est la plus pluvieuse, davantage pluvieuse, donc pas vraiment de manque d'eau, et donc la nécessité de demander de l'eau à l'inverse évidemment du désert d'Atacama. Donc voilà, toute la cosmovision en fait des Mapuches se fait sur un système d'équilibre, donc ce qui veut dire qu'on ne va pas chercher le bien absolu, mais on va aller chercher un équilibre entre le bien et le mal, entre le jeune et le vieux, entre l'homme et la femme. Voilà, ce sont vraiment des exemples, hein. Mais voilà, c'est ça la cosmovision, c'est comme ça que ça se passe en tout cas chez les Mapuches. Il faut savoir quand même que les Mapuches à l'origine sont une société qui est aussi agricole. Mais qui est, comment dire, non accumulative. C'est-à-dire que comme dans la nature est esprit, il faut prendre vraiment le juste nécessaire et demander à chaque fois à la nature eh bien, la permission aux esprits. Par exemple, en fait, demander la permission de l'arbre, de la pierre, de l'eau, de prendre en fait ce dont on a besoin. C'est pour ça que c'est une société en fait qui n'a jamais, il faut se l'avouer, été riche, hein, qui n'a jamais été vouée eh bien, à l'extension. Par contre, un point important, c'est une société qui est quand même guerrière. Voilà, les Mapuches sont aussi connus pour être le peuple qui a le plus longtemps, pendant presque un siècle hein, quand même au final, repoussé les Espagnols. Donc c'est une société, je le confirme, qui est quand même plutôt guerrière et qui était aussi vraiment très unie en fait. Donc ce que je disais, c'est que tout le système hein, bien de communauté est central à la culture eh bien, mapuche. Quand on parle aussi, on peut partir aussi sur... quand on parle d'art mapuche, ce qui est le plus connu aussi, vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, c'est le runta, avec le travail de l'argent, pour ça justement dans les cérémonies d'ornement. Alors savoir que c'est porté encore hein, pendant les cérémonies, c'est encore porté parfois par des personnes plus âgées, des communautés, mais la plupart des Mapuches maintenant ne le portent pas au quotidien. Ou alors vraiment juste par exemple des boucles d'oreilles qui vont faire un petit rappel. Alors vous l'attendez, je suppose, c'est-à-dire voilà, dans cette région, la région des lacs avec les Mapuches, quel itinéraire il est possible de faire. Moi je vais vous parler en fait des expériences avec un exemple de programme très riche.
est très complet, puisque 7 jours en immersion dans 3 communautés mapuche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce séjour est en semi-privé, contrairement au premier, avec les Atacaminos. Donc c'est guidé en anglais et espagnol, mais voilà, j'ai bien compris qu'il y avait cette nécessité de traducteur en français, donc ça c'est quelque chose voilà, qui est tout à fait possible et envisageable si vous me le demandez. Alors ce qui est vraiment génialissime, c'est que voilà, c'est une organisation de 30 familles en fait qui sont organisées justement pour s'ouvrir au tourisme, hein, j'en parlais au tout début, pardon. Mais voilà, ouverts au tourisme vraiment selon leurs propres critères, c'est-à-dire à savoir la transmission de leur culture, l'économie circulaire, on en revient. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs communautés qui sont visitées durant le parcours, hein, je vous en ai vraiment parlé au départ, le but étant de rééquilibrer, si puis-je dire, le revenu dans différentes communautés. Et voilà, c'est vraiment, on va dire, une transmission de la culture, des savoirs ancestraux, et c'est pour ça que vous allez vraiment voir que les expériences sont vraiment extrêmement riches, comme je disais. Alors, en général, les nuits maintenant se font plus vraiment en rouka. Ce que j'expliquais un peu avant, hein, c'est que les personnes sont habillées en fait comme vous et comme moi. Hein. Donc la rencontre, au final, et l'immersion va plutôt se faire davantage dans les activités, dans les échanges, dans les expériences et dans le partage de la culture hein, en soi. En général, à travers ce circuit dans la région des lacs auprès des Mapuche, vous serez plutôt logé, on va dire, dans une chambre au sein, par exemple, de l'habitat principal. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ou soit, par exemple, dans des petits bungalows qui sont juste à côté. Alors, ce circuit permet vraiment d'avoir, on va dire... permet vraiment de vous émerveiller hein, avec 3 randonnées. Ça, par exemple, c'est vraiment une base, hein, comme je dis. Hein. Ce sont des idées, des expériences. Tout est modifiable et modulable, je le répète. On est vraiment sur du sur-mesure, mais voilà. On peut vous proposer en tout cas 3 randonnées, avec la première randonnée à la frontière de l'Argentine, avec la lagune Carilafquen, une randonnée dans le parc de Conguillo, et aussi une randonnée aux chutes aux chutes Malaïko. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que j'expliquais un petit peu quand même au début, et vraiment ce pourquoi j'insiste sur le fait que de voyager avec des randonnées, qui sont bien évidemment, je le répète, tout niveau, parce que c'est un moment clé en fait pendant un voyage. On ne voyage pas de la même manière à pied qu'en voiture, ça je vous apprends rien non plus. Et le but en fait à travers la randonnée, ça va être vraiment de pouvoir échanger sur le rapport à la nature. Il y a également aussi un premier jour, une des expériences qui est très typique en fait, qui est très mapuche, qui est le palin. Le palin, c'est un jeu mapuche qui est en fait vraiment un des ciments de la socialisation pardon, mapuche. Alors là, je vous ai un petit peu expliqué les petites expériences. J'espère en tout cas que ça vous donne envie de partir au Chili. À travers ce circuit aussi, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment vous initier alors, aux traditions ancestrales. Donc avec par exemple la visite d'un verger médicinal, un atelier de cosmétiques naturels bien évidemment, la découverte de la médecine traditionnelle, là encore, ça va être par exemple la récolte des graines anciennes en forêt, et aussi par exemple des ateliers de tissage qui est quand même assez présent au Chili. Voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment un programme très riche, qui vraiment est peut-être adapté selon les intérêts de chacun. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être orienté. Par exemple,
voilà, je reprends l'exemple d'une demande que j'avais, c'est tout à fait imaginable. Si vous êtes par exemple naturopathe, en France, ça peut être très intéressant de venir et de découvrir, d'échanger. Dans ce cas-là, on peut complètement donner une orientation beaucoup plus sur la médecine traditionnelle à votre voyage. Je pense que vous l'aurez compris, on est sur du sur-mesure avec des bases d'expérience. Le but étant vraiment de vous donner un petit peu une idée de ce qu'il est possible de faire. Alors à l'inverse, il est tout à fait concevable d'orienter plus votre voyage sur le textile, plus sur la randonnée, sur la faune, la flore. Donc voilà, c'est vraiment des programmes qui sont très très adaptables, voilà, et qui s'intègrent bien dans une visite plus générale de la région des lacs, puisqu'actuellement on est dans la région des lacs avec les Mapuche. Par exemple aussi, en faisant une première immersion Mapuche, vous pouvez continuer en descendant vers, par exemple, Puerto Varas, et pourquoi pas faire une extension ensuite à Chiloé, ou visiter notamment les fameuses églises en bois, je pense qu'on avait entendu parler, les églises du village de Castro, qui sont quand même classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà un petit peu pour les Mapuche, et maintenant on va passer à la dernière partie, qui est l'immersion dans la culture Rapa Nui, donc sur l'île de Pâques. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, l'île de Pâques, alors elle appartient techniquement au Chili. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, c'est une immersion qui ne va pas se faire dans un logement de type chez l'habitant, ça va être des petites structures qui sont des petits hôtels, qui sont voilà, tenus par la communauté, comme tous les sites en fait, de l'île de Pâques, qui appartiennent aux communautés. Mais ça ne va pas être du chez l'habitant. Pourquoi alors, contrairement à la terre ferme, si je puis dire, au Chili, l'île étant elle-même quand même déjà très petite, voilà, déjà d'emblée vous n'êtes pas amené à faire de l'itinérant, en tout cas sur l'île de Pâques, puisque vous allez vraiment toujours rester dans le village, mais aussi parce qu'en fait le chez l'habitant s'est développé, on va dire le chic, plutôt chez l'habitant s'est développé sur l'île de Pâques, et c'est en général plutôt de l'hostal bas de gamme comme étant du chez l'habitant. Je sais pas si vous me suivez, mais en gros, je préfère vous proposer vraiment des petites structures d'hébergement plus intimistes, voilà, que notre expert local connaît bien, et selon des niveaux de confort, on va dire, convenables. Voilà. L'île de Pâques. Je pense qu'on avait tous entendu parler, on a tous le cliché de l'île de Pâques avec les fameuses statues. Donc l'île de Pâques, c'est vraiment un territoire qui est fascinant. Alors déjà parce que voilà, il y a quand même aujourd'hui toute la question de comment s'appelle réellement l'île de Pâques. Peut-être que vous la posez pas, mais techniquement, comme je disais, elle s'appelle l'île de Pâques, parce que c'est vrai que très rapidement, elle a été découverte par Jacob Roggeveen le jour de Pâques, donc en 1722. Il faut savoir qu'au final, eh bien, c'est un nom qui est réfuté et au final refusé en fait par la communauté Rapa Nui. Et depuis juillet 2019, donc il y a quand même un petit peu moins d'un an et demi, à l'heure où je vous parle, le vrai nom de l'île de Pâques donc a été instauré par le président chilien, et donc c'est justement Rapa Nui, mais il faut savoir qu'en langue autochtone, l'île de Pâques, on va dire, elle avait quand même deux noms voilà, qui sont très très intéressants et très symboliques de leur vision du monde. Comme Tepito Ténois, qui veut dire en fait le nombril du monde. Donc c'est pour ça que pendant très longtemps, l'île de Pâques a été très isolée. Il faut savoir que le premier aéroport a quand même été construit en 1965. Enfin voilà, c'est vraiment un terrain perdu au bout du monde, parce que c'est un des endroits les plus habités et les plus isolés du monde. J'espère que vous me suivez tout le temps, toujours si puis-je dire. Donc on a vraiment voilà, cette conception en fait comme quoi les Rapa Nui étaient les seuls au monde
en fait, et que le monde se résumait au territoire Rapa Nui. Mais aussi que l'île se résumait sur les fameux deux yeux qui regardent le ciel, qui fait vraiment référence aux deux lacs de cratères qui sont en fait sur l'île de Pâques. Voilà, c'était un rapide point un peu de l'île de Pâques, vous présenter un petit peu son histoire. Et maintenant, je vais beaucoup vraiment continuer au conditionnel. Parce que l'île de Pâques, au final, c'est quand même une destination qui attire énormément les voyageurs. Parce que c'est une destination qui est quand même très mystérieuse. Et c'est une destination qui reste très mystérieuse. Alors pourquoi? Parce que vous avez peut-être déjà la réponse, vous pouvez me la donner, mais parce que l'on a quand même aujourd'hui très peu de réponses. Parce que si la langue Rapa Nui est encore parlée dans une version aussi un peu métissée qui s'appelle le rapagnol, qui est un mélange entre le Rapa Nui et l'espagnol, au final l'écriture, le rongo-rongo, au final cette écriture elle n'a jamais été déchiffrée. Donc en fait il n'y a aucune tradition écrite et c'est très compliqué d'avoir des certitudes au final sur cette culture Rapa Nui. Faut quand même savoir qu'avant donc les Rapa Nui, voilà, on est vraiment les Rapa Nui, au final ils étaient vraiment organisés quand même en tribus, comme ça dans certaines autres communautés avec un chef, et au final chaque tribu représentait les ancêtres sous forme justement des moai. Je pense que vous en avez entendu parler. Enfin, les fameux moai qui normalement sont toujours dos à la mer. Alors je sens la question, pourquoi ces fameux moai sont tournés vers la mer? C'est très simple, en fait parce que ils sont orientés vers le village, c'est-à-dire qu'ils surplombent le village et qu'ils vont vraiment protéger le village. Voilà pourquoi donc les Rapa Nui, les moai, excusez-moi, les statues sont toujours tournées dos à la mer. Alors, je ne sais pas si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le Moai. Si oui, bien suivez-moi. Donc, le Moai, lui, va être organisé vraiment en forme de structure. Donc, sur un site Moai, il va y avoir la plateforme cérémoniale. Vous allez avoir le Moai qui est donc constitué d'oreillons, qui était un signe vraiment de noblesse. Et pour certains, mais pas tous, en principe, de bras pour le Moai. Alors, en général, c'est fait en tuf, donc une pierre qui est plutôt volcanique, assez légère, je pense que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Enfin, les yeux, en fait, qui étaient faits en corail, en basalte, et en fait qui représentent le mana, donc le pouvoir en fait justement de protection des ancêtres. C'était vraiment des ancêtres qui étaient presque des divinités, quand même, il faut se l'avouer. Et le chignon, alors, qui est quand même, il faut se l'avouer, souvent confondu avec un chapeau, attention. En fait, ce chignon fait d'une roche qui représentait les cheveux très longs et souvent attachés au final des ancêtres polynésiens. Voilà. Donc les moai, c'est pas forcément le chapeau, mais bien le chignon, voilà, des ancêtres bien polynésiens. Ce qu'il ne faut pas oublier justement, c'est que les Rapa Nui, c'est un territoire chilien certes, mais c'est quand même une descendance polynésienne. Alors pareil, vous pouvez voir un petit peu où est située l'île de Pâques, ça vous permettra un petit peu de mieux comprendre la situation. Très rapidement, dans les années donc 1900, et encore une fois, c'est une estimation, je vous ai un petit peu expliqué pourquoi on parle conditionnel avant. Donc à partir de ce moment-là, s'est installée justement la culture Rapa Nui et vraiment voilà, l'adoration du Moai. Et en fait, ce qui est marrant sur l'île de Pâques, c'est que toutes les informations qu'on a sont en fonction des explorateurs et au final des arrêts qui étaient faits par des marins. Donc ce qu'on sait, c'est qu'en 1722, il y avait encore quelques moai. Alors, certes, il y avait encore quelques moai qui étaient debout, mais le terrain, au final, était plutôt très aride. Et au final, quelques années plus tard, quand Cook est revenu,
il y avait beaucoup de moaïs qui étaient justement presque tous tombés. Et en fait, ce qui s'est alors sûrement passé, on parle encore au conditionnel, et ça, là-dessus, c'est que l'île Rapa Nui, au final, a énormément de choses à nous apprendre. Hein. C'est qu'il y a eu une crise de surpopulation, excusez-moi, je vais y arriver, et plutôt, on va dire, un épuisement, bien évidemment, des ressources. Ce qui fait que eh bien, la culture Rapa Nui, oui, elle a failli s'éteindre quand même avec seulement 102 habitants, puisqu'il y avait même plus de bois finalement pour faire des canoës pour quitter le territoire Rapa Nui. Et à partir de ce moment-là, donc, il y a eu un peu la fin du système des clans et des moaïs, et il y a eu d'autres types un peu de religion, on va dire, qui est connue aussi, et qui est celle de l'homme oiseau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler. Moi, je vous en parlais un petit peu plus en détail. Hein, donc, la culture de l'homme oiseau. En fait, c'est aussi voilà, l'homme oiseau. En fait, c'est aussi pour ça. Alors, je ne sais pas si vous en avez, comme je disais, entendu parler, mais il y a un moaï qui est au British Museum, qui est un des moaïs clés de la culture Rapa Nui quand même. Et c'est pour ça que les Rapa Nui, en tout cas, cherchent à tout prix aujourd'hui à le faire revenir sur l'île, parce que c'est le seul moaï qui en fait est en basalte et qui a quand même les pétroglyphes qui sont dans le dos. Donc on comprend mieux un petit peu pourquoi le territoire Rapa Nui souhaite le récupérer. Et en fait, ce sont des représentations justement de l'homme oiseau. Alors, l'homme oiseau, au final, c'est quoi? C'était vraiment un système politique avec tout ce qui disait qu'une fois par an, sur le site cérémonial, au final, d'Orongo, hein, donc tout en haut du cratère de Ranako, se réunissent en fait toutes les tribus. Donc chaque chef choisissait un compétiteur. Et pour être élu, le fameux homme oiseau, il fallait plonger et aller vraiment nager jusqu'au motu principal et attendre que le sterne, qui est un petit oiseau à dos gris, ponde des œufs. Et ainsi, vous deveniez le premier guerrier à rapporter un œuf intact, ce qui faisait que le guerrier devenait haut oiseau et le chef roi. Alors c'est vraiment pour ça que l'immersion, comme je disais, hein, en fait, sur l'île de Pâques est très très intéressante, parce que c'est souvent vu et souvent cité comme un bon exemple aussi il faut se l'avouer, de nos sociétés sur le système politique, mais aussi beaucoup sur l'épuisement des ressources, hein, qui est quand même une actualité en tout cas, et sur la crise écologique en se disant est-ce que finalement on a appris la leçon, ou est-ce qu'on va faire comme l'île de Pâques? D'ailleurs, j'ai souvent cette question qui m'est posée quand je présente l'île de Pâques. J'entends souvent, oui, mais bon, c'est tout le temps des statues, est-ce que ce n'est pas un peu tout le temps la même chose quand on visite l'île de Pâques? Et en fait, c'est ça qui est intéressant en fait dans un séjour sur l'île de Pâques, c'est que chaque site que vous visitez lors de votre séjour raconte des histoires complètement différentes. C'est-à-dire qu'à un endroit, vous allez avoir l'histoire des premiers explorateurs, à un autre endroit, à Kena, vous allez vraiment profiter de la seule plage de l'île, mais en plus vous allez avoir l'histoire du premier homme qui est né sur le territoire Rapa Nui, à Utangariki. Vous allez avoir aussi les fameux 15 moaïs, ça je pense que vous avez le site en tête, et pouvoir échanger sur comment ont été restaurés les moaïs, avoir les techniques de restauration. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment une destination qui est très riche et qui est souvent trop vue, malheureusement, comme une destination balnéaire. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout une destination balnéaire, hein, je répète, c'est important. L'île des Pâques n'est pas une destination balnéaire. Il y a une seule plage, donc une seule vraie plage sur l'île de Pâques, qui est la plage d'Anakena et la crique d'Ovaï, qui en général, plutôt avec du sable, mais de moins en moins quand même de sable, donc c'est vraiment pas une destination balnéaire, et ce n'est pas non plus une destination qui se fait en 2 jours quand même sur place.
Donc si vous voulez vraiment avoir une immersion dans la culture Rapa Nui sur l'île de Pâques et prendre le temps, moi je vous conseille vraiment un minimum de 6 jours. Voilà, qui reste à mon sens voilà, idéal. Même 7 jours proposés dans un itinéraire justement qui va mêler des randonnées pour aussi découvrir les grottes, les pétroglyphes, tout ce qui ne va pas forcément en fait au final se voir sur les tours les plus classiques, mais aussi voilà, des activités différentes comme le kayak. Tiens, d'ailleurs, je peux un petit peu vous parler de cette expérience, parce que notre expert local, lui, propose du kayak donc polynésien. Le kayak polynésien, c'est un petit peu le même kayak qu'un kayak normal. On va dire que c'est juste la technique. Ouais, c'est vraiment juste la technique de pagaie en fait qui est différente. Et ça permet un peu de voir l'île de Pâques depuis la mer, sachant, comme je disais quand même auparavant, que c'est une île qui s'est quand même beaucoup construite comme le nombril du monde. Alors, comme le nombril du monde, c'est-à-dire vraiment vers soi, donc c'est là-dessus où c'est intéressant de changer de perspective. Et l'expert partenaire vraiment sur place propose aussi une expérience d'archéoastronomie plutôt unique tout de même. Voilà. Vous allez avoir également, à travers cette escapade sur l'île Rapa Nui, une initiation sur voilà, comment les premiers navigateurs polynésiens utilisaient eh bien, les étoiles, et se sont servis vraiment des étoiles eh bien, probablement pour découvrir justement le territoire Rapa Nui. Ensuite, voilà, vous allez être plongé sur le site d'Anakena pour pouvoir observer la Voie lactée. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment une expérience vraiment magique. Et justement, on vous explique vraiment l'importance de l'astronomie dans la culture polynésienne, en général et en particulier dans la culture Rapa Nui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces circuits en immersion, je dis bien tous ces circuits, peuvent se faire en combinant aussi avec d'autres pays si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Pour ceux qui souhaitent en connaître et en savoir davantage, vous pourrez retrouver dans un autre épisode des questions ainsi que réponses sur cette destination, cette immersion dans les communautés locales au Chili. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.